Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je remercie Laurence pour l'invitation. Alors, je suis contente de venir partager avec vous les choses que j'ai vues et les informations que j'ai apprises au Cibathlon qui s'est tenu à l'automne 2016 en Suisse. C'était une première mondiale. Alors, ils avaient intitulé ça « Du capitaine Crochet à Ironman », en voulant dire, antérieurement, on avait quand même des aides techniques qui étaient assez rudimentaires, puis plus la technologie évolue, plus on a accès à de la technologie qui est vraiment, qui commence à être très peaufinée. Et c'est très encourageant. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à l'état de projet, mais par contre, je pense que ça vaut la peine que je vous en parle ce matin pour qu'on se donne de l'espoir et qu'on voit aussi ce qui s'en vient dans les prochaines années. Et comment cette technologie-là pourra nous servir dans la vie de tous les jours quand on est atteint d'une déficience physique. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre un cibathlon et des Jeux paralympiques? Dans les Jeux paralympiques, les gens sont atteints de déficience physique, mais n'ont pas droit à de la technologie qui augmenterait leur performance. Tandis qu'un cibathlon, en fait, c'est une compétition qui est aussi dédiée aux gens atteints de déficience physique, mais ces gens-là vont être assistés par une technologie robotique. Ça peut être informatisé ou non informatisé. Donc, c'était une première... Oups, excusez-moi. C'était une première mondiale. Il y avait plus de 25 pays participants, autant des gens qui venaient de l'Asie, de l'Europe que de l'Amérique du Nord. Et c'est un ingénieur, un professeur à l'Université de Zurich qui a eu l'idée de faire cet événement-là, qui a demandé la participation de ses collègues pour le réaliser. Donc, il y avait une journée de colloque, de formation, de conférences et une journée qui se passait dans une aréna où il y avait des compétitions et qui était ouverte à tous. La journée de compétition, donc, il y avait 70 athlètes atteints de déficiences physiques variées. Ça pouvait être amputation, paralysie, tétraplégie. Tétraplégie, c'est un nouveau terme pour quadraplégie, les gens qui ont une atteinte autant des jambes que des bras. Paraplégie, atteinte des jambes seulement et du tronc. Et donc, ces athlètes-là étaient assistés par la robotique, la technologie et entourés de leur équipe qui avait développé la technologie. Un quart des équipes provenaient de l'industrie, exemple Honda, Panasonic, et 3/4 provenaient des laboratoires universitaires. Donc, on est vraiment dans la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que les défis proposés concernaient les activités de la vie de tous les jours. Alors, excusez la qualité de certaines photographies, c'était pas toujours évident et j'ai pas de l'appareil super puissant pour prendre des photos. Alors, il y a certaines photos qui sont moins bonnes que d'autres, là. Mais juste pour vous montrer, dans les gens qui ont commandité l'événement, il y a Bétémia. Il y a peut-être des gens à qui ça sonne une cloche, ce nom de compagnie-là. C'est une compagnie de Québec qui fabrique un exosquelette pour les gens qui ont une paralysie partielle d'une ou deux jambes. Alors, c'est une image, là, dans le fond, d'une des conférences dans la journée de colloque. Le colloque, c'était vraiment, ça visait surtout les ingénieurs qui travaillent en biomédical, plus que les gens de réadaptation comme tels. Il y avait beaucoup de schémas là, de construction, de différents types d'orthèses, prothèses, etc. Mais juste vous montrer un exemple d'orthèse tibiale qui existe, qui est assistée, et qui permet une poussée qui peut être vraiment mesurée pour que ça ressemble à l'autre jambe quand il y a une atteinte juste d'un mollet. Et
quelqu'un peut aussi en mettre 2 et ça fait une démarche beaucoup plus naturelle là, que les Clensac qu'on connaît ou que les orthèses tibiales moulées non articulées. Ça, c'est un exemple d'exosquelette qui est démontable. C'est une équipe des États-Unis, de l'Université Vanderbilt au Tennessee, qui est en train de le fabriquer. Malheureusement, leur projet n'est pas encore assez avancé pour avoir été en démonstration au Cibathlon, mais ils espèrent être du prochain Cibathlon dans 4 ans. Alors, l'avantage d'un exosquelette, qu'est-ce que c'est? On va en parler plus loin, là, mais rapidement, ça ressemble à une orthèse qui est robotisée. Celles que je vais vous présenter sont robotisées au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Et ça permet un mouvement des jambes qui simule la marche. Et les exosquelettes que je vais vous présenter devaient s'appliquer à des gens qui ont une paraplégie complète, donc aucun mouvement volontaire dans les jambes, tandis que le modèle qui est développé par BTME à Québec, la personne doit déjà avoir quand même pas mal de force pour être capable de se tenir debout. Alors, vous voyez, il y a une grosse différence, là. Donc, l'avantage d'un modèle démontable, parce que c'est assez lourd, des exosquelettes, c'est que ça pourrait, par exemple, se mettre dans un sac, puis la personne pourrait voyager avec, pourrait décider de le mettre, se promener en fauteuil roulant, puis quand elle veut faire de la marche, elle le sort. Alors, c'est vraiment très intéressant ce qui s'en vient. Autre exemple d'exosquelette, mais plutôt qu'être des orthèses rigides aux jambes, c'est du tissu. Alors, c'est encore plus léger. Donc, ça aussi, c'est à l'objet d'étude. Ça, c'est une équipe suisse qui développe ça. Il y a une équipe française aussi qui en a développé un. Donc, revenons à la journée de compétition. Il y avait 6 disciplines. Aujourd'hui, on va parler de 4 qui sont davantage intéressantes pour les gens qui sont atteints de spina bifida. Alors, la première discipline, c'est Brain-Computer Interface ou cerveau-ordinateur, une interface cerveau-ordinateur. On va appeler ça contrôle cérébral. En deuxième lieu, il y avait une compétition qui faisait appel à la stimulation électrique fonctionnelle à vélo. Il y avait aussi des compétitions portant sur les prothèses de membres supérieurs. Il y avait des compétitions qui portaient sur les prothèses de membres inférieurs, jambes. Compétition d'exosquelette et chaises roulantes assistées. Alors, on va commencer avec la première catégorie, interface cerveau-ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un enregistrement de l'activité cérébrale du participant, soit par électroencéphalogramme ou spectrométrie. Les termes ne sont pas nécessairement importants aujourd'hui. La compétition consistait en quoi? Alors, il y avait 4 concurrents à la fois. Vous allez voir, là, chacun a un casque sur la tête qui enregistre son activité cérébrale. Chaque concurrent est relié à un ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, le concurrent voit un petit bonhomme nommé avatar qui se déplace. Et il peut se déplacer sur un sol qui peut avoir 4 couleurs. Et en fonction de la couleur sur laquelle le petit bonhomme se déplace, la personne doit penser à quelque chose ou avoir une activité cérébrale précise. Alors, vous voyez que c'est quand même assez demandant, ça demande beaucoup de concentration. C'est plus difficile à faire qu'à le dire. Et le but de la compétition, c'est premier avatar, premier petit bonhomme qui arrive au bout. Alors, on va voir une photo ici, hein, vous voyez, il y en a de l'enregistrement d'activité cérébrale. Alors ça, c'était une photo qui était prise la journée de la compétition. Alors, chaque équipe avait des petits casques différents. On voit que lui, c'est différent. Puis on le voit, là, qui regarde son avatar, qui est en train de se déplacer sur une surface mauve. Alors, la surface va changer de jaune à mauve, etc. Et en fonction d'où il est rendu, il doit penser à quelque chose en particulier pour que le casque détecte l'activité cérébrale qui se passe dans son cerveau. Alors, ça peut demander une activité cérébrale très intense, exemple, faire des multiplications, ou ça pourrait être, par exemple, d'être au repos.
Et là, on se dit, ben oui, mais à part faire avancer des petits bonhommes sur un écran, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours, ça? Alors, tout d'abord, bon, comme je vous l'ai mentionné, ça demande beaucoup de pratique. Et les chercheurs, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que, parce que, bon, c'est pas facile à apprendre, mais en plus, la personne, des fois, peut se tromper. Hein. Ça nous arrive de nous tromper dans la vie de tous les jours. Puis, quand on se trompe, ben, quand ils enregistraient l'activité cérébrale, ils se rendaient compte que ça faisait comme une tempête dans le cerveau. Et puis là, ils se sont dit, bon, bien, si on voulait, par exemple, que quelqu'un puisse contrôler son fauteuil roulant électrique juste avec son cerveau, puis, par exemple, il se ramasse sur le bord d'une falaise, puis il veut reculer, puis il se trompe, puis il fait avancer. Bien là, l'ordinateur qui est relié au fauteuil roulant enregistrerait une tempête cérébrale et, en fait, la recherche où ils sont rendus, c'est qu'ils veulent faire en sorte que quand l'ordinateur voit qu'il y a une tempête cérébrale qui se produit dans le cerveau de la personne qui commande l'ordinateur reviendrait à l'étape précédente. Il n'enclencherait pas ce qui vient d'être demandé. Alors, comme je vous le mentionnais, exemple, fauteuil roulant sur le bord de la falaise pour pas que la personne tombe si elle a demandé par erreur d'avancer. Alors, les applications dans la vie de tous les jours, évidemment, le contrôle environnemental. Contrôle environnemental, ça pourrait être d'ouvrir les lumières quand on arrive chez soi ou éteindre les lumières quand on arrive chez soi, ouvrir les rideaux, fermer les rideaux, faire couler l'eau d'un lavabo, partir le micro-ondes, faire couler l'eau de la douche, etc. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'applications potentielles. Ça va avec le développement de la domotique aussi dans les maisons. Ça peut être aussi un contrôle d'ordinateur. Alors, tout le travail pourrait se faire là, sans qu'on ait à toucher un clavier ou qu'une personne qui n'a pas de mobilité des mains, par exemple, ait à utiliser un curseur avec sa bouche pour taper sur des touches. Et aussi, fauteuil roulant électrique à commande cérébrale. Alors, il y a des prototypes là, qui existent déjà. Est-ce qu'il y a des questions à date sur l'interface cerveau-ordinateur? Non? Il n'y a jamais de mauvaises questions. Si jamais il y en a qui vous viennent à l'esprit plus tard, n'hésitez pas là, à poser vos questions. Maintenant, on passerait au deuxième type de compétition, la stimulation électrique fonctionnelle. Alors, celle que vous allez voir se faisait à vélo. Les pilotes des vélos, c'était des gens qui étaient atteints là, de paraplégie complète au cours de mouvement dans les jambes. Et la stimulation électrique se fait comment? C'est une stimulation des nerfs qui conduisent l'influx nerveux vers les muscles pour faire activer les jambes. Et c'est soit par électrode cutanée placée sur la peau directement du participant ou encore électrode implantée dans le muscle. Et donc, ces électrodes-là amènent le courant électrique pour permettre la contraction des muscles des jambes et faire avancer le vélo. Il y a un système de contrôle intelligent qui est actionné par le pilote. Il va décider d'avancer quand il le veut. Il est capable avec ses mains. Et quand il veut prendre une pause, il le fait aussi par son système de contrôle intelligent. Alors, vous voyez ici un exemple d'un des pilotes. D'ailleurs, c'est le gagnant de la compétition. Alors, lui, il y avait des électrodes cutanées au niveau des cuisses, au niveau des mollets, et ça lui permettait d'avancer. Voici un autre concurrent. Lui, ses électrodes sont plus camouflées. On ne sait pas exactement où ils sont. Un autre concurrent encore. Et, bon, là, on voit la stimulation fonctionnelle à vélo. En passant, il s'en fait de la stimulation fonctionnelle à vélo dans la région de Québec, à l'IRDPQ, anciennement François Charon. Ça existe. Pour que ça fonctionne, il faut que la lésion touche le motoneurone supérieur. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte de la queue de cheval ou du cône médulaire qui empêcherait la stimulation au niveau des jambes. Donc, peut-être que pour certaines personnes atteintes de spina bifida, ça ne pourrait pas fonctionner.
Mais par contre, le meilleur moyen de le savoir, c'est soit de voir l'une des physiatres qui s'occupe de ça. Donc, il y avait un chercheur américain qui nous a dit, dans le fond, eux, comment ils utilisaient l'implantation d'électrodes. Ils l'utilisent chez les paraplégiques et aussi les gens qui ont une tétraplégie, donc une atteinte du tronc et des membres supérieurs. Bon, le nombre de canaux, c'est pas nécessairement important. Chez les paraplégiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au début, ils piquaient l'électrode dans les muscles, puis ils se sont rendus compte que c'était mieux de mettre l'électrode autour d'un nerf, parce que quand ils faisaient la stimulation, ça stimulait plus de muscles en même temps. Donc, ils vont le mettre autour d'un nerf proximal au niveau des jambes, chez les paraplégiques. Au niveau fonctionnel, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Les gens vont être capables de se tenir debout jusqu'à 5 minutes. Mais c'est une contraction soutenue. C'est pas une contraction naturelle. C'est une contraction très intense. Fait que souvent, les gens là, vont avoir une sensation désagréable ou de douleur dans les muscles qui vont être contractés intensément durant la période. La personne actionne vraiment un bouton, puis ça fait en sorte que là, l'influx va passer par l'électrode pour stimuler la contraction des muscles dans les jambes. Donc, on voit vraiment la personne qui se lève debout. Et les gens qui ont ça vont dire « Ah ben moi, j'aime ça parce que ça me permet, par exemple, de faire des transferts plus facilement à la douche ou sur mon lit, ou encore d'aller chercher des objets dans les armoires du haut. Hein, les femmes qui cuisinent, là, qui ont eu un accident, qui étaient habituées d'avoir accès à leurs armoires du haut, vont dire « Ben moi, j'aime ça, j'ai mon fauteuil derrière moi, je me lève, je vais chercher quelque chose. Ensuite, dès que j'ai ce que je veux, je désactionne. Je me rassois, je peux me redéplacer dans ma cuisine, me relever pour aller chercher ce que je veux dans une autre armoire, je me rassois, etc. » Et chez les gens qui ont une atteinte sévère du tronc, ils ont implanté des électrodes là, dans les muscles du tronc, et ce qu'ils ont vu, c'est que ça augmente la stabilité en position assise. Et chez les gens qui ont une très grande faiblesse du tronc, ça permettait d'utiliser les membres supérieurs là, en position éloignée. Hein? Souvent, les gens qui ont de la difficulté avec le balancement au niveau du tronc vont être portés à faire des activités plus près du tronc pour éviter de perdre l'équilibre. Mais là, ça leur permettait d'aller chercher des objets plus loin, etc. Et c'est quelque chose qui est quand même peu accessible, qui n'est pas couvert par la RAMQ pour l'instant au Québec. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on sait que ça peut être installé peu importe le niveau de la lésion neurologique, hein, au niveau de la colonne, au niveau de la moelle épinière, et peu importe le temps écoulé après le bris initial. Alors, chez les gens qui ont un spina bifida, on sait que le bris se fait très tôt dans la vie. Donc, ça ne serait pas un facteur limitatif. Et ça pourrait s'appliquer à des gens qui ont fait un ACV, par exemple, ou des gens qui ont aussi la sclérose en plaques. Donc, on passe aux exosquelettes, mais les exosquelettes, pas ceux de Bétémia qui sont faits au Québec, mais ceux qui sont faits ailleurs dans le monde, qui s'appliquent là, aux gens qui ont une paraplégie complète, donc qui ne sont pas capables de se tenir debout, pas capables de marcher du tout. Alors, comme je le mentionnais, c'est une orthèse motorisée. Celle qu'on a vue, c'est vraiment là, articulée aux 3 niveaux. Il y en existe qui ne sont pas articulées au niveau des chevilles, mais toutes celles qui étaient présentées là l'étaient. Évidemment, plus il y a de moteurs, plus ça coûte cher en batterie, plus aussi c'est lourd. Alors, la batterie doit être portée dans le dos ou à la taille. Selon les compagnies, la batterie peut être très grosse comme elle peut être un peu moins grosse. Vous allez voir des exemples. Alors, les pilotes qui participaient aux compétitions d'exosquelettes, c'était des gens qui étaient atteints de paraplégie complète. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient être capables de s'asseoir avec l'exosquelette, se relever. Ensuite de ça, ils devaient être en mesure de passer sur un sol irrégulier. Ils devaient être capables de monter une petite pente, franchir une porte, ouvrir la porte, fermer la porte et également passer un escalier avec rampe, monter quelques marches et les redescendre. Qu'est-ce que ça peut apporter l'utilisation d'exosquelettes? Bien, comme la personne qui le met est en position debout, ça fait de la mise en charge.
Ça peut aider à maintenir la masse osseuse dans les os des jambes, à prévenir l'ostéoporose de non-usage, dont la plupart des gens qui sont atteints de paraplégie, que la plupart de ces gens-là présentent là, au fil du temps. Aussi, c'est un exercice physique, donc c'est bon au niveau cardiovasculaire. On sait que les gens qui ont une paraplégie, dans les membres, exemple les jambes qui bougent peu ou pas du tout, le muscle va se transformer en graisse, hein, c'est une transformation graisseuse. Donc, ça peut réduire cette transformation-là. Et aussi, c'est bon pour la fonction intestinale en ce sens que de se mettre en position debout et se mobiliser, ça aide au transit intestinal. Malheureusement, ce n'est pas encore prêt pour être utilisé dans la vie de tous les jours, mais la recherche fait des très grands bonds. Et probablement que d'ici les 10 à 15 prochaines années, on va voir des choses. Plus le temps passe, plus la recherche avance, plus aussi on risque de voir des exosquelettes qui vont devenir abordables. C'est ce qu'on souhaite, parce que pour l'instant, un exosquelette, ça coûte autour de 120 000 $. Hein? C'est très, 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 très cher. C'est très lourd aussi pour l'instant. L'appareillage et la batterie sont lourds, jusqu'à 31 kg pour un modèle fait par les Hollandais. Mais comme me disait le monsieur qui était en charge de son équipe de recherche, ils l'ont fait en 1 an. Ils ont bâti un exosquelette en 1 an. Donc, vous voyez, ils sont partis de zéro, puis ils ont bâti un exosquelette que la personne qui le conduit commande avec un joystick, un peu comme un jeu vidéo. Et leur modèle, c'était le seul modèle qui était capable de faire des pas de côté. Les autres, ça avance ou recule, mais il n'y a aucun mouvement de la hanche en abduction ou de côté. Et leur modèle était capable de le faire. Puis aussi, dans leur modèle, il y avait un contrôle de centre de gravité pour éviter que la personne perde l'équilibre et chute. Donc, vous voyez, les gens qui travaillent là-dessus, les ingénieurs qui travaillent là-dessus pensent à beaucoup de choses. Pardon. L'autonomie de la batterie est limitée. Hein? Les meilleures batteries, ça permettait une marche pendant 3 heures. Sauf qu'on sait que dans la vie de tous les jours, souvent, les gens vont faire quelques pas, vont arrêter, vont remarcher, etc. Donc, dans la vie de tous les jours, l'usage serait meilleur que 3 heures. Mais si la personne fait de la marche continue, les meilleurs modèles, c'est 3 heures de marche. Et les modèles actuels sont gros. Comme je vous disais, il y a un modèle qui est démontable là, à date et c'est difficile à transporter. Mais par contre, pour l'instant, ça peut être utile en réadaptation. Puis il y a des centres de réadaptation qui offrent des programmes de recherche avec exosquelettes. C'est super. Il y en a même à Montréal. Nous, là, à Québec, on n'a pas cette chance-là. Et ce qu'on sait par contre, c'est que chez les gens qui ont déjà de l'ostéoporose au niveau des jambes, l'usage d'exosquelettes, là, on commence à avoir des fractures du calcanéum, là, un os du talon, chez certains utilisateurs d'exosquelettes. Alors, quand la personne a des rougeurs, etc., ou ceux qui ont de la spasticité ont une augmentation de spasticité après l'usage de l'exosquelette, il faut penser à exclure une fracture du calcanéum. Alors, vous allez en voir. Donc, ça, c'est un des concurrents qui est dans les escaliers, qui utilise un exosquelette. Là, vous voyez ici, c'est peut-être pas facile à voir, mais lui, il y a une batterie là, à la ceinture. Une batterie, ça, c'est le modèle Rewalk. C'est une compagnie allemande. Et sur le marché actuellement, c'est le meilleur modèle. Ça, c'est un modèle américain. On ne le voit pas ici, mais le type qui le portait avait une batterie qui faisait la hauteur de son dos. Donc, c'est énorme comme batterie. Alors, vous voyez, cette personne-là venait de franchir une porte et de descendre une petite pente. Puis on va voir, là, ils sont même capables d'ajuster leur pas. Hein, ce n'est pas une grandeur de pas particulière. La personne est capable de contrôler la distance, le pas, la grandeur de pas qu'elle veut faire. Et la personne est également capable de passer sur une surface irrégulière sans chuter.
Vous voyez, tous les concurrents utilisent des béquilles. Il y avait une dame qui était en marchette. Mais ça prend quand même là, des aides techniques là, aux membres supérieurs. Et ça, c'est le gagnant qui était rendu dans les marches. Alors, vous voyez, il était capable de prendre là, 1, 2, 3, 4, 5 marches. Et il a fait ça très bien. C'était un jeune homme de 33 ans. Alors, la descente. Et la descente, autant que la montée que la descente se fait à pas alternés. Donc, c'était très le fun de voir ça, très encourageant. On passerait à la dernière, au dernier type de compétition dont je voulais vous parler aujourd'hui. La compétition avec fauteuil roulant motorisé. Alors, c'était des fauteuils roulants contrôlés soit avec un joystick, avec la langue pour les gens qui ont une atteinte des bras, ou avec un touchpad. Les pilotes étaient, dans le fond, ils devaient avoir une atteinte de la moelle épinière ou toute pathologie qui les empêchait de marcher. Il pouvait y avoir une atteinte des membres supérieurs ou pas. Et lors de cette compétition-là, les compétiteurs devaient être capables d'aller s'installer à une table. Ils devaient être capables de faire du slalom, de monter une rampe, de franchir une porte, refermer la porte et redescendre la rampe. Ils devaient être capables d'aller en sol inégal et, tenez-vous bien, être capable de franchir des escaliers. Alors, il y avait moins de marches que dans la compétition d'exosquelette. Là, c'est pas tous les modèles qui seraient capables de franchir un escalier de 15 ou 20 marches. On leur demandait de franchir là, moins de 5 marches. Alors, les fauteuils roulants, il y en a qui étaient seulement qu'avec roues, il y en a qui avaient des roues et des chenilles, puis il y en a qui étaient qu'avec chenilles. Alors déjà là, on peut voir que dans la vie de tous les jours, là, des chenilles sur un tapis dans une maison, ça peut faire une job à un tapis. Et donc, le mixte chenilles et roues peut être intéressant. Mais c'est sûr que les chenilles fonctionnent bien dans les escaliers. Alors, ça, c'est un modèle, moi, personnellement, c'était mon modèle préféré. C'est un modèle seulement qu'à roues, 4 petites roues. Et la beauté de ce modèle-là, c'est qu'il franchissait les escaliers un peu comme on le fait quand on est debout, c'est-à-dire qu'il y avait une roue qui descendait sur une marche, l'autre roue qui descendait sur la même marche, puis ensuite les roues arrière faisaient la même chose. Alors, ce modèle-là, la beauté de ce modèle-là, si un jour il peut être commercialisé, c'est que peu importe la grandeur, la longueur de l'escalier, il est capable de prendre l'escalier. Autre modèle, ça c'est le modèle du vainqueur, c'est une équipe suisse. Alors, vous allez le voir, c'est un modèle hybride roue-chenille. Alors ça, il y a des compétiteurs qui montaient de face, d'autres qui montaient de reculons. Et ça, c'est le modèle suisse. Hein? Vous voyez, il y a des roues, mais par contre, pour franchir les marches, vous voyez, il n'y a que 3 marches ici, il utilisait un système là, avec chenille pour obtenir la stabilité. On va le voir de côté. Oui, alors on le voit ici. Hein, vous voyez, il y a des petites roues, il y a ces grosses roues quand ils roulent sur sol plat. Puis quand il arrive, quand il arrive aux marches, là, il y a des petites roues et également les chenilles qui l'aident à franchir. Puis vous voyez, les gens avaient quand même le droit dans la compétition d'être assistés de leurs équipiers qui avaient travaillé sur le projet. On voit ici un autre modèle, le fauteuil motorisé, qui s'apprêtait à franchir un sol inégal. Et puis, le fauteuil là, sur lequel la personne est assise devait garder une stabilité pour pas que la personne penche d'un côté ou de l'autre. Alors, il y avait du beau travail de fait.
On voit ici un modèle là, qui était super, très efficace. Ça montait les marches de face, ensuite descente, je me souviens plus si c'est de face ou de reculons, celle-là, mais vous voyez la grosseur des chenilles. Ça, c'est merveilleux là, pour faire du tout-terrain, mais je me disais, dans une maison, c'est quelque chose. D'abord, ça prend plus de place pour se tourner, etc., puis ça peut endommager des meubles et des sols. Alors, dans le fond, si on résume, qu'est-ce qu'on souhaite de toutes les nouvelles technologies, celles qu'on a vues, puis tout ce qui s'en viendra dans les prochaines années, bien, on veut que ça fonctionne bien, que ça soit fiable, que ça ne brise pas n'importe quand, que la personne ne reste pas mal prise quand elle l'utilise. On veut que ça soit facile à utiliser, que ça soit facile à apprendre pour la personne qui aura à l'utiliser. On veut que ça soit utile, que ça l'aide à franchir, à faire toutes ces activités de la vie autant quotidienne, domestique, qui a un aspect pratique pour la vie de tous les jours, et on souhaiterait que ça soit abordable. Oui, sinon remboursé, exactement. Mais plus ça va être abordable, plus on a de chances que ça soit couvert par notre régime de santé. Alors, ce cibathlon-là, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Bien, ça va avoir un impact sur la recherche. Il y avait des gens, à la journée de colloque, là, de présentation, il y avait des gens de Panasonic, il y avait des gens de Honda. Les Asiatiques sont très forts dans le développement de tout ce qui est robotisé. Et bon, bien, c'est une application de la robotique et de l'informatique au développement de technologies d'aide à la marche, au déplacement. Ça a des applications cliniques. Ça peut être utile ça pourra devenir utile dans la réadaptation. Ça l'est déjà autant pour le vélo avec stimulation fonctionnelle électrique, les exosquelettes dans certains centres de réadaptation. Et, bien, ultimement, on voudrait que ça soit utile pour les gens atteints de spina bifida, les gens qui sont atteints de déficience physique, pour faciliter tous les gestes de la vie de tous les jours. Puis je remercie mon amie d'enfance qui demeure en Suisse, qui m'avait dit en 2012, « Hey Mathilde, en 2016, il va y avoir cet événement-là qui va se tenir à Zurich, il faudrait que tu viennes. » Et c'est grâce à elle que j'ai pu me déplacer jusque-là. Et elle, à la journée, à l'aréna, la journée de compétition, elle est même venue avec ses deux petites filles. L'aréna était plein, les billets se sont tous vendus. Les gens qui demeurent en Suisse, à Zurich et dans les environs ont été très intéressés. C'était un grand succès, les gens étaient intéressés à voir ça. Pas seulement que les gens qui travaillent dans le domaine de la réadaptation ou de la recherche, ou les ingénieurs, mais n'importe qui. Alors, je vous remercie de votre attention.